Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. Votre refus ou échec à respecter cette injonction constituera la preuve d'une entrave à l'enquête de la Chambre, écrivent les démocrates dans un courrier sommant l'avocat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani, de remettre les pièces d'ici le 15 octobre. S'il décide ou qu'il souhaite que je témoigne, je le ferai bien sûr, même si je pense qu'Adam Schiff est un président illégitime. Au milieu d'une rafale de tweets à la tonalité particulièrement agressive, le 45e président des États-Unis s'en est pris avec virulence à l'élu démocrate qui supervise cette enquête. Adam Schiff, le représentant au Congrès, a mal interprété mes propos. Pour preuve, la première fois qu'il a écouté ma conversation avec le président ukrainien, c'était tellement parfait qu'il n'y avait rien à y reprocher. Je n'avais rien dit de mauvais et c'était parfait. D'autres échanges téléphoniques pourraient en outre venir hanter Donald Trump en renforçant les soupçons d'une utilisation de la puissance de la diplomatie américaine à des fins politiques personnelles. Dans ce contexte de vive tension, le New York Times a aussi révélé que Donald Trump, lors d'un récent échange téléphonique, a demandé au Premier ministre australien d'aider son ministre de la Justice à rassembler des éléments dans le but de discréditer l'enquête Mueller. Selon ce canard américain, la Maison-Blanche aurait limité l'accès à la transcription de cet appel à un tout petit groupe de personnes. Votre refus ou échec à respecter cette injonction constituera la preuve d'une entrave à l'enquête de la Chambre, écrivent les démocrates dans un courrier sommant l'avocat personnel de Donald Trump, Rudy Giuliani, de remettre les pièces d'ici le 15 octobre. S'il décide ou qu'il souhaite que je témoigne, je le ferai bien sûr, même si je pense qu'Adam Schiff est un président illégitime. Au milieu d'une rafale de tweets à la tonalité particulièrement agressive, le 45e président des États-Unis s'en est pris avec virulence à l'élu démocrate qui supervise cette enquête. Adam Schiff, le représentant au Congrès, a mal interprété mes propos. Pour preuve, la première fois qu'il a écouté ma conversation avec le président ukrainien, c'était tellement parfait qu'il n'y avait rien à y reprocher. Je n'avais rien dit de mauvais et c'était parfait. D'autres échanges téléphoniques pourraient en outre venir hanter Donald Trump en renforçant les soupçons d'une utilisation de la puissance de la diplomatie américaine à des fins politiques personnelles. Dans ce contexte de vive tension, le New York Times a aussi révélé que Donald Trump, lors d'un récent échange téléphonique, a demandé au Premier ministre australien d'aider son ministre de la Justice à rassembler des éléments dans le but de discréditer l'enquête Mueller. Selon ce canard américain, la Maison-Blanche aurait limité l'accès à la transcription de cet appel à un tout petit groupe de personnes. Elles sont arrivées des quatre coins du Nigeria avec la promesse d'avoir du travail. Les jeunes filles ont été enlevées et engrossées par leurs ravisseurs qui prévoyaient de vendre leurs bébés. Nous avons sauvé 19 filles enceintes, pour la plupart âgées de 15 ans. La plus âgée a 28 ans, mais la majorité d'entre elles se composent d'adolescentes enceintes. Elles sont maintenues dans ces endroits dans le seul but de donner naissance à des bébés destinés à la vente. Nous avons arrêté 2 suspects et nous en cherchons toujours un. Les policiers ont déclaré que le raid avait eu lieu le 19 septembre, mais était jusque-là resté secret pour leur permettre d'appréhender les suspects. 2 femmes âgées de 40 et 54 ans ont été arrêtées dans le cadre de l'affaire. Une des femmes libérées raconte son expérience. La femme a examiné et a mis un médicament dans mes parties intimes. Soudain, le travail a commencé. Le bébé était âgé de 7 mois. Le travail a duré 3 jours. Le bébé n'était toujours pas né lorsque la police est venue nous arrêter. Ils disent que nous accouchons et vendons des bébés.
La police a déclaré que les bébés garçons étaient vendus à environ $1 630 et les filles à $980. Le département d'enquête criminelle de l'État est désormais en charge de cette affaire. Quelques jours à peine auparavant, près de 400 garçons et hommes, enchaînés et marqués par des coups, avaient été libérés d'un bâtiment situé dans la ville de Kaduna, dans le nord du pays. La police prévoit de travailler avec d'autres agences nigérianes pour aider les femmes et les filles ainsi que leurs bébés à se réinstaller. Marie Banda, âgée de 35 ans, est une travailleuse du sexe séropositive née en Zambie. Sa santé se détériorant, elle a du mal à se faire soigner depuis son arrivée au Botswana en 2018. Mais elle a, depuis peu, retrouvé l'espoir grâce à la décision du gouvernement du Botswana d'offrir la thérapie antirétrovirale aux étrangers. Je suis très heureuse car cela va sauver beaucoup de gens, surtout ceux qui avaient du mal à obtenir des ARV auparavant. Quand ils nous ont appelés et ils ont commencé à nous aider, nous n'en revenions pas. Selon Banda, les responsables de la santé ont beaucoup aidé et ont suivi de près la réaction des travailleuses du sexe au traitement. Après nous avoir donné les médicaments, ils s'assurent de faire un suivi pour vérifier l'existence ou non d'effets secondaires. La démarche du gouvernement a été saluée par les ONG comme une étape positive dans la lutte contre le VIH. Il n'y a pas de discrimination en termes de relations sexuelles, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas fournir d'antirétroviraux à une certaine partie de la population qui vit dans le pays, sans pour autant fournir le même traitement à un autre groupe d'habitants. Sizonke, l'organisation locale des travailleuses du sexe, félicite également cette initiative. It's long overdue because we've been fighting for migrants to get ARVs. It's a milestone. Mais pour l'instant, sur les 30 000 étrangers séropositifs du Botswana, 7 000 seulement bénéficient d'un traitement selon le plan d'urgence du président des États-Unis pour lutter contre le sida. Comme chaque mardi, nous accueillons Eric Manerakiza pour la chronique économique. Bonsoir Eric. Bonsoir John. On commence par la Côte d'Ivoire où le producteur du cacao est valorisé sur le marché. Tout à fait, le prix d'achat du cacao au planteur de Côte d'Ivoire a augmenté de 10% à l'ouverture ce mardi de la campagne cacaoyère 2019-2020. Il a été donc fixé à 825 francs CFA, soit 1,25 € le kilogramme. Ceci dit, l'objectif visé de 1000 francs CFA est loin d'être atteint, mais l'organisme ivoirien de régulation du secteur assure y arriver progressivement. Néanmoins, les planteurs ivoiriens s'attendaient à un prix garanti de 1000 francs CFA, se basant sur une décision historique du 12 juin pour mieux rémunérer les agriculteurs. La Côte d'Ivoire et le Ghana, deux premiers producteurs mondiaux de cacao, ont établi un mécanisme de vente de leur cacao qui ne serait pas en deçà de 2 600 $ la tonne. Les deux pays ont suspendu la vente des récoltes de 2020-2021 jusqu'à nouvel ordre pour préparer la mise en place de ce prix minimum. Cette mesure a été levée par la suite. En juillet, la Banque mondiale avait soutenu la transformation du secteur du cacao en Côte d'Ivoire pour assurer son avenir et mieux jouer son rôle de moteur du développement économique du pays. Plus de la moitié des producteurs vivent en deçà du seuil de pauvreté et près de 80% des gains de la filière sont concentrés au niveau de la deuxième transformation, celle de la pâte de chocolat et de la distribution des produits finis aux consommateurs. Deux étapes où la Côte d'Ivoire ne joue pas de rôle important, John. Et on suivra bien sûr cette actualité. Idriss, qu'est-ce que j'ai dit Eric, on va à Dubaï, c'est pour parler de l'exposition universelle Cityscape 2019. Ton lieu préféré des vacances, John. Les développeurs de Dubaï veulent attirer des acheteurs malgré le ralentissement économique qui se caractérise dans le secteur immobilier depuis les 5 dernières années. Les conditions ont été allégées pour acquérir un bien immobilier. L'acheteur est requis de ne payer que 5% de la valeur de la propriété contre 25% pendant la période de prospérité économique. Le reste du montant est remboursable sur 10 ans et on n'a pas besoin d'une hypothèque bancaire, John. Le gouvernement a aussi facilité l'obtention de visas en faveur de l'acheteur expatrié et de permis de séjour permanent pour un investisseur potentiel ayant des moyens alléchants. Ceci dit, Dubaï va abriter le Salon mondial Expo 2020. Des centaines de méga-projets ont été dévoilés et les organisateurs comptent créer à l'occasion
300 000 nouveaux emplois. Et l'homme, la semaine dernière, John, on va enchaîner justement pour parler du Kenya. Le Kenya qui change son billet de 1000 shillings. Eh bien, cette situation crée de la panique au niveau des personnes qui conservent leur fortune à la maison, comme vous allez le voir dans ces images. Les personnes conservant leur fortune à la maison en argent liquide peinent à trouver les moyens de dépenser cet argent thésaurisé. La Banque centrale du Kenya a émis en juin une nouvelle coupure du billet de 1000 shillings et a interdit après le 30 septembre l'utilisation de l'ancienne monnaie de 1000 shillings. Les Kenyans ont été sommés d'échanger leurs anciens billets à la banque au risque de garder des liasses de billets inutiles. L'opération vise à récupérer l'argent sale accumulé par des fraudeurs fiscaux, des hommes d'affaires malhonnêtes et des groupes criminels. De grands dépôts d'anciens billets gravés à l'image du père fondateur du Kenya, Jomo Kenyatta, sonnent l'alarme auprès des banques et nécessitent des documents pour prouver leur origine. En juin, la Banque centrale avait indiqué l'existence d'environ 218 millions de shillings en circulation, sans toutefois préciser la proportion stockée sous forme d'argent noir. Pour l'économiste kenyan Ali Khan Sachu, la récupération de ces billets fonctionne mieux par la surprise. 4 mois, c'est une courte période pour blanchir de grosses sommes d'argent, a-t-il déclaré. Les gens détenant cet argent vont certainement essayer de sauver ce qu'ils peuvent. Ainsi, les gens font preuve de créativité et créent du business pour investir de petites sommes d'argent tout en évitant d'être démasqués par les autorités. John, un concessionnaire automobile de Nairobi qui a requis l'anonymat, a rappelé son client la semaine dernière, comptant sur des milliers de billets de banque pour acheter une voiture de luxe pour $74 000. Voilà Eric, c'est tout pour ce mardi. On se retrouve prochainement. À la prochaine. Bonsoir à tous. L'Afrique ne lâche rien aux épreuves de semi et longue distance aux mondiaux d'athlétisme. L'Ougandaise Halima Nakai a été sacrée championne du monde de 800 mètres à l'absence de la championne sortante Caster Semenya, qui a refusé de suivre les recommandations de l'UE2AF pour faire baisser son taux élevé de testostérone. Abdourahmane Dia. L'Ougandaise de 24 ans a battu son record personnel lors de cette course en finissant en 1 minute 58 secondes 04. Elle a devancé de 14 centièmes l'Américaine Raven Rogers qui a réalisé une dernière ligne droite époustouflante, elle qui n'était que 7e à l'entame des derniers 100 mètres. Grosse satisfaction et mission accomplie pour Halima Nakai. Nous sommes très heureuses. Gagner le titre de champion du monde est vraiment significatif pour nos vies, même avec mon partenaire d'entraînement. Maintenant, nous sommes sœurs. Nous avons vraiment travaillé dur et nous remercions Dieu, cela s'est réalisé aujourd'hui. La course s'est déroulée en l'absence de la double championne olympique Caster Semenya, privée des mondiaux en raison de son refus de suivre un traitement pour faire baisser son taux de testostérone. Halima a une pensée pour la Sud-Africaine. Caster, je pense qu'elle est une bonne amie. Nous la respectons toujours, mais cela aurait créé plus d'opportunités pour les autres. Mais je suis vraiment fière de notre course. En plus de Caster Semenya, qui ne s'est pas rendu à Doha, Aminatou Seyni a été privée du 400 mètres pour les mêmes raisons de l'hyperandrogénie. La Nigérienne a tout de même frappé fort à ses mondiaux en remportant l'épreuve du 200 mètres. C'était inimaginable. Il y a quelques mois, le vent de liberté impulsé par la révolution soudanaise a aussi soufflé sur le monde du foot féminin national. Le premier championnat féminin de football de l'histoire du pays a débuté hier à Khartoum, au grand bonheur des fans du ballon rond, conjugué au féminin. Suivez. Un but du club de Tahadi libère toute une équipe et ses fans au stade de Khartoum. Mais cette joie va bien au-delà d'une simple réalisation victorieuse d'une équipe. Des femmes qui jouent au ballon rond dans un stade national sous le regard gai des supporters, hommes et femmes, c'est désormais possible au Soudan post-révolution, dont le ministère des Sports est dirigé par une dame. Tout d'abord, c'était un grand jour historique dans l'histoire du Soudan avec l'ouverture de la première ligue de football féminin. C'est le résultat d'un très gros effort qui n'a pas commencé aujourd'hui ou hier. Le fruit d'un travail de longue haleine pour certains, un rêve devenu réalité pour d'autres. C'était la première fois que je jouais au stade de Khartoum. C'était quelque chose de grand et de spécial.
Membre de la FIFA depuis 1948 et cofondateur de la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Égypte, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud, le Soudan est en revanche loin d'être un pionnier du continent en matière de football féminin. Désormais, le pays dispose de la matière pour constituer une équipe nationale féminine compétitive. Sans la révolution soudanaise, mon but était peut-être de jouer à l'étranger, pas pour le Soudan. Mais depuis que j'ai trouvé une place ici, je n'ai pas à jouer pour un autre pays. Il vaut mieux jouer pour son propre pays. Ce premier match entre Tahadi et Difa lance ainsi le championnat de football féminin soudanais. Cette ligue comprend 21 clubs et en plus de Khartoum, d'autres villes comme Madani, Al-Obed et Kadougli accueilleront également des matchs. Voilà, c'est tout pour les sports. On se retrouve demain. Quand il n'est pas à l'école, Shiblaise Awa est présent dans les rues de Douala, présentant ses dernières créations. Le fabricant de jouets autodidacte a développé cette passion pour la construction d'objets vers l'âge de 8 ans. Ses parents ne pouvaient pas se permettre de lui acheter des jouets. Il les fabriquait donc pour lui-même et ses frères et sœurs. Je récupère une partie du matériel dans les poubelles ou les déchets car je n'ai pas d'argent pour en acheter. J'ai donc commencé à fouiller dans les décharges afin d'obtenir la ferraille de radio, des cartons et des contreplaqués. Puis je les assemble à ma manière pour avoir ce que je veux, comme cette machine à chenilles par exemple. Ça lui prend entre une semaine et 2 mois pour terminer un projet en fonction du type de matériel qu'il est capable de rassembler. Ce talent, c'est vraiment du génie. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce que quand nous, on faisait l'école, quand on était petits, on pensait que c'était vraiment un miracle, que c'était vraiment le monopole ou l'apanage des Blancs. Mais j'ai constaté qu'au Cameroun, on peut industrialiser. Après avoir publié son travail sur Internet, certains blogueurs ont lancé une campagne de financement participatif afin de collecter des fonds pour ses études. Il est maintenant inscrit dans une école secondaire privée et prévoit de commencer à fabriquer des drones et des avions de type Keystyle. Puis la cantatrice américaine Jessie Norman Soprano, dont la voix à la fois sombre et majestueuse avait conquis les publics du monde entier, est décédée lundi à New York à l'âge de 74 ans. La cantatrice est devenue icône qui avait marqué les esprits en France en chantant la Marseillaise en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution, est décédée d'une septicémie consécutive aux complications d'une blessure à la colonne vertébrale subie en 2015 selon le communiqué. Les hommages ont afflué à travers le monde.